Oh bravo. I don't know. Il est le seul. Il est unique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans l'écran, votre podcast préféré pour parler de séries télé et plus précisément de leur épisode pilote. Alors aujourd'hui, on va retourner dans notre tendre enfance, juste pour demande de l'équipe, bien sûr, à travers un dessin animé qui sent bon les années 80. Et coïncidence, le héros et le méchant de cette série correspondent parfaitement à mes deux chroniqueurs préférés. Le premier représente la pureté, la gentillesse, le second est le mal incarné, et il a le même rire démoniaque. Vous l'aurez compris, on va parler des maîtres de l'univers, et plus précisément Masters of the Universe Revelation. Ça va les gars? Salut Jérémy, bravo. Tu n'as rien perdu de ta superbe. Oui, donc oui, chers auditeurs, on rentre de vacances, donc voilà. Non, pas reprend tout nos le marques. monde. Pas tout le monde. Bon, moi, je rentre de vacances en tout cas. Moi, je travaille, monsieur. Donc voilà, on va vous parler de... Ça va Pierre, pardon, du coup, oui, excuse-moi, je t'ai Incroyable, même pas tout ce qui- demandé. C'est incroyable. Ouais, je suis Skeletor maintenant, j'aime bien. Ah ben j'ai pas dit que tu étais... Si. Ouais, si, bon, je l'ai quand même bien sous-entendu. Donc oui, on a un petit peu de retard, vous l'aurez compris, c'est les vacances, donc on n'est pas vraiment sur de l'actu instantanée. Donc on avait prévu de vous enregistrer au départ aujourd'hui un épisode sur le What If de Disney+, qui sortait aujourd'hui, la nouvelle Marvelerie. Mais du coup, on n'a pas eu le temps de le regarder, donc on va plutôt vous parler des Maîtres de l'Univers, le grand retour, qui est sorti la semaine dernière, le jour où on enregistre, le 23 juillet exactement. Alors avant qu'on parle vraiment de cette nouvelle série, Masters of the Universe Revelation, je sais pas s'il y a pas de titre en français, c'est pas les Maîtres de l'Univers Révélation, je l'ai pas vu passer. Je crois pas non Je plus. ne crois pas. Donc il faut savoir que c'est une suite de la série animée culte, on peut dire culte, des années 80. Alors déjà les gars, vous, votre rapport aux Maîtres de l'Univers, genre vous aviez les jouets, vous regardiez le dessin animé, non? Balek? Vas-y, Pierre Mathias. Ouais. Vas-y, Mathias, tu es plus ancien. Ouais, c'est ça. Moi, étant le doyen du podcast, je peux dire que j'ai vu des épisodes. Je n'en ai absolument aucun souvenir. Après, en revoyant l'épisode là, la suite, effectivement, j'avais bien les personnages quelque part au fin fond de ma mémoire. Mais cette série, j'avais absolument aucun affect. Je pense que ça fait partie des séries pour lesquelles je restais devant l'écran, scotché, la bouche à moitié ouverte, sans trop comprendre ce qui se passait. Parce que j'ai jamais les blonds super musclés, je m'en foutais. Skeletor, j'ai trouvé ça très con, un squelette avec des muscles et tout. Enfin, ça n'avait pour moi aucun intérêt. Peut-être c'était le chat peureux qui se transformait en super chat. Peut-être c'était ça qui devait me plaire, mais voilà, j'en ai absolument aucun souvenir si ce n'était physiquement les persos, quoi. Et bien sûr, par le pouvoir du crâne ancestral, la phrase m'est restée aussi. Voilà, c'est tout pour moi, merci. Pierre? Moi, je n'ai jamais vu. Moi, j'appelle ça Musclor, parce que pour moi, c'est Musclor. Je n'ai jamais vu. suis totalement comme toi, moi Ouais. j'ai toujours appelé ça Musclor. J'ai jamais vu ça à la télé parce que c'était pas diffusé quand j'étais petit, parce que ça a été diffusé en 84. Et je suis né cette année-là. J'ai jamais vu quoi que ce soit des Maîtres de l'Univers. Le seul truc que j'ai vu en rapport avec ça, c'est peut-être la vidéo où il fait où ça chante là, qui est très connue là, où il fait une chanson bizarre, qui est un truc de même YouTube. Et bizarrement, j'avais une figurine Skeletor quand j'étais petit. Je sais pas pourquoi. Waouh. Et voilà, c'est mon seul rapport, c'est une figurine Skeletor. Je sais même pas ce qu'elle est devenue. Je pense que je m'en foutais. Et je ne sais pas du tout ce que ça raconte. Pour moi, c'est un gros baraquet blond, c'est tout. Et toi, Jérémy? Moi, c'est un peu comme Pierre. On a pas beaucoup d'écart avec Pierre, mais alors moi, Musclor, je connaissais le perso petit, mais vraiment très jeune, sur les coups de 5-6 ans, vraiment, c'était un personnage, je savais qu'il était déjà culte, donc on avait Musclor dans les conversations, genre en gros, tu sais, t'avais un peu comme les générations d'avant, c'était Popeye, tu vas manger des épinards, tu deviendras fort comme Popeye. Bah, c'était un peu le Musclor, c'était un peu genre ce perso puissant, mais je savais pas vraiment d'où il venait. Alors, Pierre, comme Pierre l'a dit, c'était plus diffusé non plus à mon époque, donc je ne pense pas connaître. Par contre, j'avais des jouets. Ça j'en avais, donc ça devait être des jouets qui étaient à mes cousins qu'on m'avait filé, donc j'avais Musclor, je crois que j'avais Skeletor, j'avais quelques monstres aussi, donc en fait je Incroyable. jouais avec, mais j'avais jamais regardé l'animé. Et puis en plus c'est assez drôle la façon dont la série originale s'est faite, parce qu'en fait c'est d'abord une brand, enfin c'est d'abord une marque de jouets en fait qui a été développée. Ils ont développé les jouets He-Man, donc ce qui est déjà le nom en VO, il est quand même exceptionnel. He-Man, l'homme lui quoi. C'est genre
C'est l'homme alpha, quoi. L'homme alpha, quoi. Donc Musclor en VF, on sait pas trop pourquoi. Ils ont dit, tiens, il a des muscles, on va l'appeler Musclor. Et donc oui, c'était une marque de jouets. Au départ, Bah, ils ont développé les jouets. Et après, en parallèle de ça, ils ont développé au départ des comics. Donc tu avais des comics qui étaient... ça, c'était assez ouf à l'époque. Donc avec chaque figurine, tu avais un mini-comics qui racontait une petite histoire et qui présentait le personnage. Et tu avais aussi, du coup, de l'animé, en fait, qui arrivait un an après le lancement des jouets, je crois, et qui a cartonné de ouf. Et donc ça, c'est assez dingue quand même de se dire que tu as d'abord, ils font les jouets, et ensuite, ils ont créé les trucs derrière, quoi. Je trouve que déjà, le nom français est quand même carrément mieux. Et en regardant l'épisode, même, parce que je l'ai regardé en VO, j'ai vraiment eu du mal je me disais, mais comment il l'appelle? J'arrivais pas à comprendre le nom du perso. Et He-Man, et je voyais pas comment ça pouvait s'écrire, ça me faisait penser à He-Man. Et je me dis, c'est quand même très étrange. Calme-toi, cette histoire. calme-toi. Bah non, mais je suis franc avec nos auditeurs, je le dis comme je le pense. Donc Alors, voilà. Et alors, est-ce qu'on pourrait revenir à notre petite tradition habituelle Oui, du coup, on va se recentrer attends, donc sur cette avant nouvelle. ça, il y a un truc que je viens de voir. Il y a Straczynski qui a écrit des épisodes de la série originale. Et il y a Bruce Paul Timm Dini. également, qui a dessiné. Putain, c'est incroyable. Bruce Timm, C'est- créateur de la série animée Batman, enfin co-créateur et chara designer et animateur, enfin beaucoup de choses, quoi. Et Donc oui, il y a Krasinski, c'est qui pour les gens comme moi? Straczynski, c'est une sorte de scénariste star des comics qui a... Ouais, c'est vraiment une grosse rosta qui a bossé sur des titres comme Spider-Man, Spider-Man, Thor. voilà, Thor. Ouais, c'est quelqu'un qui a construit pas mal de trucs pour Marvel, plutôt dans les années 90-2000, je crois. plutôt. Moi, je suis très fan de ces runs avec Romita Junior, Ouais, voilà. notamment sur Spider-Man, sur Thor aussi. Non, le run de Thor, c'est lui Un de aussi. Thor est non un peu moins bien quand même. Hein. Ouais. C'était, Mais c'est Romita Junior et Straczynski aussi. Ouais, c'était Romita Junior, mais c'était un peu décevant. Il a fait des trucs assez cool aussi, je crois qu'il y a Marvels. Il a fait des trucs assez cool quand même. Non, Marvel, c'est Carte Basique, pardon. Non, bon, on s'en fout. Je vais lire le résumé pour faire plaisir à Mathias. Merci Pierre. Je vais faire, je sais pas. Fais la voix de Musclor. Oh, je sais pas le faire. Je connais pas sa voix. Fais ta voix d'homme. Oui. L'épopée légendaire des années 1980 continue et reprend là où nos héros l'ont laissé il y a tant d'années. Le pouvoir du crâne ancestral est de retour. Alors c'est succinct, hein. Et mon petit plaisir, ce programme est palpitant. Merci Netflix. Chaque semaine, un nouveau mot. Moi, le mec qui a ce job-là, je le veux. Apprends des adjectifs. Non, Oh là, mais c'est moi, pas je- facile. Des Je adjectifs. veux juste arriver au jour où ce programme est déceptif. Et ça, là, j'arrête toute forme de podcast, j'arrête tout. Alors, avant d'essayer de rentrer dans l'histoire, ça va être, on aura un peu de choses à dire vu que le résumé est assez succinct. J'aimerais bien qu'on parle quand même de la personne qui est en charge de cette suite, parce que j'allais dire reboot, mais ce n'est pas un reboot, c'est une suite, et qui n'est autre que Kevin Smith. Donc Kevin Smith, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un réalisateur américain qui vient un peu des films autorisants geeks, donc qui s'est fait connaître avec Clerks au départ, espèce de petits films d'auteur en noir et blanc qui racontent le quotidien de deux mecs qui tiennent une supérette, enfin un qui tient une supérette, l'autre qui tient le vidéoclub juste à côté, et les petits gens qui sont autour, dont les deux dealers de drogue qui squattent devant. C'est un film bourré de références geeks qu'il a financé à l'époque en partie en revendant sa collection de comics, Kevin Smith. Donc lui, c'est vraiment un gros geek. Moi, c'est une personne que j'aime énormément, même si je suis pas fan de toute sa filmo. Voilà, c'est quand même... c'est un vrai geek et qui s'est fait tout seul, et voilà, ça, on pourra jamais lui enlever. Donc il a fait toute une série de films déjà autour de ces personnages qu'il a créés, et dernièrement, il s'est lancé un peu dans les films d'horreur aussi. Il est multicasquette, hein. Il fait tout. Il écrit, il joue, il réalise, il produit. Exactement, et c'est également, alors ça, pour nous, c'est une légende, je pèse mes mots, du podcast. Parce qu'en fait, Kevin Smith fait partie de ces gens, c'est un des tout premiers, c'est un des précurseurs dans le podcast aux États-Unis. Il en a fait ça doit être en milliers maintenant le nombre d'épisodes qu'il a fait. Ça doit faire plus de 10 ou 15 ans qu'il fait, au moins 10 ans qu'il fait du podcast, et ça cartonne ce qu'il fait. Et c'est très drôle d'ailleurs. Il y a même un de ses films qui est Tusk, pardon, Tusk, ouais. dont ils ont eu l'idée pendant un des podcasts, en fait, où c'est un mec qui est kidnappé, qui est séquestré par un bonhomme et qui décide de le transformer en morse. Donc voilà, je vous invite à aller voir ce chef-d'œuvre qui est Tusk. Mais c'est marrant parce que Kevin Smith, tu vois, autant j'aime bien ses interventions, tu sais, les trucs assez cultes qu'il a fait Les dans Q&A, des
dans des campus c'est exceptionnel. Autant j'ai écouté quelques-uns de ses podcasts, je trouve que le mec est extatique pour tout en fait. Et je comprends pas du tout son attitude et qui ne correspond pas trop à son travail. Je trouve que c'est super bizarre. Bah, c'est vrai qu'il C'est- s'enflamme pour beaucoup. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui sort, il aime tout en fait. Dès qu'il y a un nouveau Marvel qui sort, c'est génial. Dès qu'il y a un nouveau DC qui sort, c'est génial. Il n'y a pas un truc que Kevin Smith n'aime pas. Donc c'est vrai qu'il est toujours, et puis il va toujours survendre les choses. Et c'est vrai que notamment, là, ça contraste pas mal avec ses Q&A, donc ces questions-réponses, on appellerait ça, qu'il fait dans des amphis ou des salles de spectacle. Il en a fait 5 ou 6. Donc on vous les conseille, ça, chers auditeurs, c'est incroyable. Vous cherchez les Q&A de Kevin Smith et c'est des confs de 3-4 heures où en fait il raconte sa vie, les coulisses de ses films, les coulisses d'Hollywood, et c'est sans aucune langue de bois. Et c'est vraiment, c'est passionnant, c'est drôle. Donc voilà, c'est pas la reco de fin de l'épisode, mais voilà, si vous voulez découvrir plein de choses sur l'envers du décor hollywoodien, c'est vraiment très drôle. Et puis voilà, à côté de ça, il a également été scénariste de comics. Il a bossé il a fait un très bon run sur Daredevil que moi j'aime beaucoup. Il a fait du Green Arrow, non, c'est ça, Pierre? Il a pas fait. Alors là, tu me poses une question. Non, ou du Green Hornet. Green Hornet, Ah, pardon. bon, ça je ne savais pas. Enfin bon. Et donc là, et puis lui, donc c'est un gros geek et c'est un gros fan des Maîtres de l'Univers, et il a annoncé, donc c'était à une Comic-Con, je sais plus laquelle aux États-Unis, donc en 2018, que ils allaient faire ça, donc suite des Maîtres de l'Univers original, parce qu'il y a eu plusieurs séries, hein, il y a eu deux autres séries des Maîtres de l'Univers, je crois. Il y a également eu She-Ra que les auditeurs connaissent peut-être, qui est un peu la version féminine de Musclor. Comment elle s'appelait, She-Ra en VF? She-Ra aussi? Je sais pas. Ok, bon, on vous laissera Non. regarder. Donc voilà, et là c'est vraiment une suite directe de la première série Musclor, donc des Maîtres de l'Univers des années 80. Mathias, voilà, parle-nous un petit peu plus de ce qui se passe dans ce pilote. Alors, le pilote suit deux lignes narratives. Il y a d'un côté les ruses de Skeletor pour infiltrer un château, et en parallèle on voit dans le château la vie des parents de Musclor, Iman donc, qui célèbre l'adoubement d'une personne dont j'ai oublié le nom et dont je me fous complètement. Mais en gros, on voit que voilà, il y a toute une Alors fête. ça va quand même, c'est l'héroïne de la saison 1. Hein, donc Oui, c'est l'héroïne, oui. Mais je sais pas son nom. c'est Lila, non? Tila, qui est la fille du maître d'armes, en gros. Alors, vous me pardonnerez mon absence sur le nom des personnages. Et donc voilà, ça c'est on suit donc ces deux lignes narratives en parallèle, et elles vont se rejoindre, et tout ceci pour finir en apothéose sur un cliffhanger assez incroyable, qui ne m'a pas du tout donné envie de voir la suite, mais qui est quand même bien foutu. J'ai trouvé que l'épisode, ça fait vraiment fan service, c'est-à-dire que on est vraiment dans un truc daté, et ça se sent. Donc on voit que c'est ce qu'on pourrait appeler un hommage, mais c'est assez insupportable à regarder. En gros, c'est un twist qui enchaîne un autre twist, qui enchaîne un autre twist, qui enchaîne un autre twist, où le héros prend le dessus sur le méchant, qui reprend le dessus sur le héros, etc., etc., etc. C'est complètement incohérent jusqu'à finalement cette espèce de twist final qui est vraiment bluffant, et ça m'a laissé un peu dans l'expectative, quoi. Je savais pas trop quoi vas-y, faire. hein, tu peux Non, nous mais parler en du fait, twist. Hein, je pense que c'est quand même intéressant. C'est sur le pilote, hein, donc n'hésite pas à spoiler ce petit twist final, parce qu'il va être important, j'imagine, pour la suite de la saison, quoi. ouais, mais après je reparlerai d'un truc, parce qu'il y a eu une polémique justement autour de cette mini-série, parce que c'est 5 épisodes, hein. Netflix a décidé de couper la poire en deux. Ils vont faire donc ils ont balancé 5 épisodes d'un coup, et ils en rebalanceront 5 autres fin de l'année, il me semble. Et donc voilà, tous les héros qu'on connaît festoient, et puis la prêtresse détentrice du grand pouvoir de la magie se fait attaquer par Skeletor, qui est super malin et qui réussit à déjouer l'attention de la sorcière, qui se retrouve dans le mal et qui appelle Musclor et ses copains à la rescousse. Et tout ça arrive, ils se fight pour que finalement Musclor se sacrifie pour sauver la magie je sais plus comment s'appelle le monde en question.
C'est pas Hesperia ou un truc comme ça. Voilà, en fait, voilà, il décide de, un peu comme dans Ghostbusters, quand on dit il faut pas croiser Eternia, les effluves. pardon. Eternia, voilà. Alors voilà, c'est un peu comme dans Ghostbusters, faut pas croiser les effluves, et lui il dit bah moi je vais croiser les effluves parce qu'il y a que ça qui va pouvoir sauver le monde. Et les gens lui disent mais non, tu vas y rester, tu pourras pas t'en sortir. Mais non, mais Musclor il préfère se sacrifier pour le bien-être de tout le monde, et c'est tout à son honneur. Voilà. Après, techniquement, Pierre nous en parlera un peu plus parce que on a l'impression d'être dans de la 2D, et puis tout d'un coup, moi j'ai eu l'impression qu'on switchait sur d'autres formes d'animation. Parfois c'est très sympa à regarder, parfois c'est super moche. Et globalement, j'ai pas trouvé mes marques, j'ai pas été accroché par les persos plus que ça, j'ai pas trouvé que les dialogues étaient incroyables. Et je pense que ça tient vraiment au fait que j'étais pas du tout accro à la série originale, et je pense que Kevin Smith a fait un travail de fou pour être justement cohérent avec la série originale, quoi. Et Voilà. pourtant, il a pris méchamment dans la gueule parce que apparemment. Tu veux pas, chacun fait son Pardon. son Ok, petit non, topo, et après non, c'est toi qui me faisais penser à ça. Ok. Bah alors vas-y, du coup, comme je parle, je vais m'auto-couper la parole. Je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. Après, j'ai pas passé spécialement un mauvais moment. Je trouvais que voilà, l'épisode, il fait quoi? Il fait une trentaine de minutes. Ça se regarde plutôt bien. Visuellement, j'ai pas trouvé ça dégueulasse parce que ça rappelle forcément cet anime un peu à l'ancienne de la première série, donc ça m'a pas trop choqué non plus. J'ai bien aimé le nouveau design en fait du Prince Adam, où en fait c'est vrai que sur en fait ce qui est l'alter ego de Musclor, et c'est vrai que dans l'ancienne série en fait c'était juste le même mec, sauf qu'il y avait une fois où il était en slip et une fois où il était en costume. Là pour le coup on a vraiment le côté voilà, gringalet quand il est le Prince Adam, et puis quand il devient Musclor, voilà, là on voit clairement c'est pas le même homme. ça prend de la carrure à la Schwarzy. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Après, ce qui m'a bluffé, peut-être qu'on en parlera plus tard, c'est plus le casting vocal qui est malade mental En VO. en termes de name dropping. Oui, en VO, hein, parce que je l'ai regardé en VO. C'est assez malade le nombre de gens qu'il y a dedans, donc on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. En vrai, moi, j'ai bien aimé le petit cliffhanger de fin, du coup, l'espèce de sacrifice, justement, où t'es là, ah oui, d'accord, ok, on termine le pilote direct, on tue Musclor, ok, bah, vers quoi ça va aller derrière? Moi, ça me donne envie de regarder ce qui va se passer derrière. Alors après, l'erreur que j'ai commise, c'est que j'ai regardé le mini making-of qu'ils ont mis Netflix à disposition, et en fait, Kevin Smith spoil instantanément le final de cette première partie de saison. Mais genre méchamment, hein. Donc après au début il était là-bas, si vous avez pas vu la saison 1, arrêtez maintenant. Je fais oui, bon ça va, j'ai vu un épisode, je risque rien. Et puis en fait non, il spoil, mais alors comme un porc. Et du coup j'ai un peu perdu l'envie de continuer. Mais après bon ça va, il reste 4 épisodes de 30 minutes, ça pourquoi pas, par curiosité. Donc non, après je sais pas, est-ce qu'il y avait le côté, ça m'a ramené à mon enfance, années 80. Skeletor, c'est un perso que moi je trouvais assez stylé par contre quand j'étais gamin. Vous connaissez l'anecdote d'ailleurs d'où vient Skeletor? Pas du tout. En fait, c'était alors, je crois que c'est Mark Taylor qui était le chara designer chez Mattel en fait, qui a créé un peu tous les designs visuels de tous les personnages et monstres des Masters of the Universe. Et en fait, quand il était petit, il a été dans un parc d'attractions et il faisait une maison hantée. Et à un moment, vous savez, il y a souvent les squelettes qui tombent du plafond ou qui arrivent. Et en fait, il a été traumatisé par un squelette. Et en fait, il était persuadé que ce squelette était un vrai squelette humain. Donc un vrai cadavre. Et il s'est trouvé qu'en fait, 10 ou 15 ans après, ils se sont rendus compte qu'effectivement, le squelette de cette maison de l'horreur était effectivement un vrai cadavre qui était plus ou moins momifié et qui servait pour l'attraction. Donc d'où son traumatisme. Et en fait, le personnage lui est donc venu de ce traumatisme d'enfance, visuellement en tout cas. Donc voilà, c'était la petite anecdote que je trouvais rigolote. Donc voilà, après, j'ai pas grand-chose à en dire, hein. C'est un dessin animé, voilà. On a parlé de Monstres et compagnie il y a pas longtemps qui était complètement pour les enfants. Là, ça va, c'est à peu près toute tranche d'âge. Je pense que les trentenaires ou même quarantenaires maintenant, parce que ceux qui regardaient ça enfant, ils ont plus la quarantaine maintenant, peuvent y trouver leur compte. Voilà, j'ai pas grand-chose à en dire en fait. Pierre, toi plutôt, dis-moi. J'ai pas aimé. Non, mais en fait, j'ai regardé ça
Un peu, alors, j'ai pas bien compris ce que je regarde au début, parce que j'ai trouvé le visuel super étrange, genre le château, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Et vu que je connais pas les visuels de la série d'antan, j'arrive pas à comprendre. Bon, je peux parler de l'histoire, ouais, tu fais ok, c'est sympa. Je trouve ça assez décousu pour un petit pilote où tu passes d'un truc où t'en as strictement rien à foutre, un espèce de fête au château, là, tu fais ok. Euh, Après, bon, c'est vraiment un truc de reconstruction d'univers où tu vois toute la transformation de Musclor, il transforme son chat, il transforme ses potes, tu fais ok. Pff, j'ai regardé ça un peu de manière automatique. J'avoue qu'à la fin, quand il disparaît, c'est le seul truc qui m'a un peu interloqué. Je ne sais pas du tout où ça va, parce que apparemment, bah, du coup, l'héroïne devient cette île-là. Donc, c'est les mecs qui s'attendaient à une série sur un gros gars musclé, ça va leur faire drôle, je pense. Mais je sais pas si. C'est pour ça qu'il s'en est pris un peu plein la gueule, Kevin Smith, ou pas du tout? Exactement, parce que du coup, D'accord. on a dit que la série faisait partie de tout ce mouvement woke, la Ah, destruction de l'homme viril et tout, et la mise en place apparemment je pense de pas la que Kevin femme Smith soit evil. aussi. Je pense pas qu'il soit aussi primaire que ça, Kevin Smith. Mais tu Mais sais bon. qu'il a été obligé de faire une conférence de presse. Hein. Ah bon, carrément? Oui, Alors, oui, c'est les parce qu'il y a, États-Unis, il faut toujours t'excuser de toute façon. il y a eu un backslash monstrueux où les gens lui sont tombés vraiment dessus en disant c'est une honte, une série sur Musclor où il n'y a plus Musclor et tout. Et lui a été obligé d'intervenir en disant mais vous pensez que Ouais. Mattel m'aurait validé le truc si j'avais pas parlé de Musclor, etc. Donc calmez-vous, Musclor va. Et là, spoil, Il va revenir, oui, bah oui. évidemment, évidemment. Mais c'est dommage que tu vois, bon après petite parenthèse, c'est dommage que le mec ait besoin de s'excuser quoi. Si tu prends le truc et tu racontes ce que tu veux, C'est les bon, Américains. Non, mais ouais, c'est pas que les Américains. Moi, je suis d'accord avec toi. Il y a tout. Foutez la paix aux auteurs, quoi. Enfin, merde. Genre, ça, bah, tu sais, c'est comme avec Game of Thrones, avec tout ça, les gens qui veulent refaire faire les trucs, tout ça, parce qu'ils. Oui, mais ça, c'est la dure loi des réseaux sociaux. Maintenant, tout le monde donne son avis, souvent quand il est merdique, Ouais. et tu as des nuées de gens qui vont aller te pourrir quelqu'un sur les réseaux sociaux ou pourrir le compte du channel, du network. Et de un débile, bah, ça devient 100 débiles, puis 10 000 débiles, et malheureusement, ça fait des pétitions et des machins. je pense qu'ils voient les retombées économiques des teubés en fait. Et bah tu vois, Sonic, bon, Sonic effectivement c'était dégueulasse, mais ça a été refait. Il y a d'autres trucs là, Bah, la Snyder Cut. Ouais, la Snyder Cut juste. C'est triste. Non, mais bon, ça, moi j'en ai juste rien à foutre que Musclor meurt. Moi je trouve ça, voilà, c'était pas. En fait, j'ai pas du tout été. Je trouvais ça très très basique en fait. Alors je sais pas si c'était nécessaire pour faire redécouvrir l'univers à des gens qui ne le connaissent pas, comme moi. Je t'avoue que j'ai trouvé ça ultra limité comme univers, parce que je connaissais rien du tout à l'histoire. Et moi je sais même pas d'où ils tirent leur pouvoir, pourquoi est-ce que les Thor est méchant, qu'est-ce qui se passe. Ah bah, il y a Euh, rien au départ, hein. C'est une non mais épée, 3 châteaux t'as et un des monstres. château. Et puis chaque semaine, un nouveau monstre pour pouvoir vendre un jouet la semaine suivante, hein. Pas chercher plus loin. Et alors je sais pas si le fait que ce soit si simple que ça, c'est par respect de l'univers original ou mais c'est plutôt il y a un mix bizarre de tu vois l'aspect graphique est quand même assez daté, un peu remis au goût du jour. Il y a petite mise à jour sur certains character design, mais je trouvais ça super entre deux eaux. C'est pas très bien animé quand même. Je sais pas s'ils ont eu beaucoup de sous, mais c'est un gros studio qui a fait ça, c'est Powerhouse Animation, je crois, ils font beaucoup de séries avec Netflix en ce moment. Ils ont Et fait Castlevania, je tu crois. penses du coup que c'est... Oui, bah justement, c'est ce que j'allais dire. Par exemple, quand on compare avec des séries comme Castlevania, est-ce que tu penses que ce côté un peu rétro de l'animation, c'est quelque chose qui est fait exprès ou... Parce Je que moi, pense que oui, vraiment, bah, je l'ai vraiment vu comme ça, hein. Je l'ai vu comme... C'est une série, en fait, ça aurait pu être une série des années 80, du milieu des années 80, mais en Full HD, en fait. ouais, je pense qu'ils sont quand même dans une forme de respect. Il y a pas trop de 3D, je crois, Mathias, pour répondre à Non, ta non. question. Enfin, tu sais, Et je connais pas les termes, hein, moi. ouais, non, mais en fait, bah, c'est vraiment une série qui est faite, je pense, plutôt bon, avec les méthodes modernes, mais une série assez traditionnelle dans son approche, c'est-à-dire du layout 2D, tout en 2D. Moi, j'ai trouvé les effets visuels, tout ce qui est FX, c'est-à-dire les transformations, les boules de feu, je trouvais ça dégueulasse. Mais je pense que ça correspond à des critères qui ne sont. Je pense que ça correspond à une esthétique des années 80, du coup. Ils essaient de recréer ça avec des trucs modernes. Et je trouve qu'ils sont vraiment en décalage avec le reste de la série. J'aurais préféré qu'ils assument un côté plus dessiné, même dans les effets. Parce que quand la sorcière de je sais pas quoi, là, qui a des plumes, là, a fait ses sorts, là, tu fais, mais oulala, qu'est-ce qui se passe dans l'écran? Et je trouvais ça assez vilain sur pas mal de scènes. Les scènes de combat en extérieur du château, c'était incroyable. Là, j'ai fait, oh là, qu'est-ce qui se passe? Quand les mecs sont sur des motos, Quand là, ils j'ai fait, chargent, là, avec les ah motos, voilà, c'est au secours, hein, là, exceptionnel. qu'est-ce que là tu fais? Bon, si vous avez pas le budget, ne le faites pas, quoi, c'est pas grave. Et
Alors, je sais pas si il y aura plus d'argent sur les autres épisodes. C'était quand même assez. Ouais, mais ça correspond vraiment à ce que fait Netflix avec Powerhouse, c'est-à-dire des trucs. Tu fais, c'est pas mal fait, mais c'est pas les meilleurs animateurs du monde, quoi. Et il y a surtout, il y a pas un effort de mise en scène incroyable. Je pense pas du tout que ce soit des manches qui bossent dessus, c'est juste, c'est fait correctement. Mais il y a pas une volonté de faire je sais pas, des espèces de démos d'animation quand tu peux voir dans les animés japonais où t'as tout d'un coup un épisode où tu fais, qu'est-ce qui se passe? Non, là, c'est pas du tout le truc, hein. Il y a pas une scène qui te. C'est pas l'attaque des Titans, quoi. Ouais, non, c'est pas du tout le projet. Et encore une fois, je sais pas du tout, c'est parce que les mecs sont dans une forme d'hommage à la série originelle, parce que je ne la connais pas. Et même dans les designs, il y a une scène que j'ai beaucoup aimé, le truc du début, ils font des vieux, on dirait des vieilles peintures, c'était super mignon. Juste la toute première scène. Bah, ça qui- rappelle un peu, ouais, ça rappelle un peu du Frazetta, ça rappelle un peu en fait les dessins qu'il y avait sur les boîtes des jouets en fait aussi. Exactement, ouais, ça c'était mignon. Et en fait, toi, je trouve dommage de. Bon, on en est quand même on est en 2021. Il y a quand même plein de propositions graphiques au travers des dessins animés qu'on a vus. Récemment, c'est un peu un chamboule tout parce qu'il y a eu des trucs d'animation assez incroyables avec Spider-Verse, avec Klaus. Il y a plein de trucs qui sont super intéressants, qui cassent un peu les codes de ce qu'on peut faire. Et là, je trouve que bah, il n'y a pas de prise de risque. En fait, c'est juste un truc en hommage pour les gens qui aiment bien Musclor, je pense. Et voilà, là, c'est pas de mauvaise qualité, mais ça propose rien de ouf. Après, je sais pas quelle est la force de la licence, les maîtres de l'univers, tu vois. Je ne sais pas du tout si c'est un truc de malade ou si. Aux Moi, je m'en fous. USA, aux USA, Ouais, c'est c'est ouf, tu culte. crois? Ça peut être genre l'équivalent français, ce serait, je sais pas, les Mystérieuses Cités d'Or, tu vois, de cette Ouais, période à ouais, peu bah. près. Ou Donc, je t'avoue, bah, pour l'histoire, je n'ai un peu rien à taper parce que bon. Bah, Skeletor, le mec. Ouais, ok. En fait, ouais, je trouve que ça manque un peu de. Ça manque un poil de profondeur quand même, on va pas. J'arrive pas à savoir à qui c'est destiné aussi, en fait. Est-ce que c'est pour les tout petits? Est-ce que c'est pour les nostalgiques comme des Américains qui ont 40 ans? Je ne sais pas. je pense qu'il y a les deux, sachant ils lancent une nouvelle gamme de jouets forcément, parce que Mattel est bien évidemment toujours derrière, hein, on va pas se mentir. Donc évidemment, il y a la nouvelle gamme de jouets qui va se lancer en parallèle. Donc c'est autant pour les gamins que pour les quarantenaires, parce qu'il faut savoir qu'il y a des mecs qui continuent, qui collectionnent les jouets, qui vont acheter toute la nouvelle brand. Tout comme tu as la même chose pour Mon Petit Poney, par exemple, où c'est autant pour des gamines de 8 ans qu'il y a des fans de 40, 45 ans qui regardent ça et qui adorent, et tout le second degré de lecture que tu peux avoir. Donc, non, ouais, je pense que ça tape vraiment très large, mais sûrement plus pour un public américain, oui, qui a plus vécu, même si en France, je sais qu'en France, il y a quand même pas mal de gens qui adoraient, notamment, c'est vrai que les jouets, je pense à Damonix, Mathias, tu vois, chez Game One, qui est un gros fan de la licence et qui collectionne tous les jouets et le château de machin et tout. Donc je pense qu'il y a quand même une audience pour ça. Après je pense pas que ça ait l'aura en France que ça a aux États-Unis. Oui, Mathias. Ouais, il y a un truc que j'ai oublié de préciser quand même, et je pense que ça, c'est un ajout de Kevin Smith qui est super intéressant par rapport au scénario. C'est que, en fait, le prince Adam a caché son identité de Musclor à ses parents et à la plupart de son entourage. Donc il y a un petit côté Superman, en fait, là-dedans. Et le fait que lui décide dès le premier épisode, donc tu l'as dit, hein, c'est moins de 30 minutes, d'utiliser ça qui n'avait donc a priori jamais été utilisé dans la série précédente, ce que je trouve hallucinant. Lui s'en sert et s'en sert comme nœud dramatique, et ça c'est le vrai seul truc qui moi m'a vraiment intéressé scénaristiquement parlant, c'est-à-dire que bon voilà, il a une double identité, il a il a vécu dans le mensonge, enfin il a menti à ses personnes les plus proches, et c'est ça qui va créer vraiment le drame. Et je trouve ça super mature et super intéressant, et je serais pas étonné que ce soit son ajout à lui en tant qu'auteur et tout, parce que ça c'est quand même super intéressant comme matière à travailler. Et, Ouais, je suis d'accord. Et puis c'est vrai que ton parallèle avec Superman est, à mon avis, pas anodin, parce qu'à mon avis, quand ils ont eu l'idée pour l'animé de 80 de faire, ils ont créé le Prince Adam en fait pour le dessin animé. C'était pas, il ne faisait pas partie de la gamme de jouets au départ. Ils l'ont vraiment créé pour l'animé, et du coup,
clairement, Clark Kent, Superman était sûrement la grosse inspiration Ouais. du truc, quoi. La transformation, etc. Ouais, donc c'est vrai. Non, mais c'est vrai que ça, ce petit côté, ce petit retournement scénaristique. Et puis moi, c'est vrai que le côté sacrifice final, avec, peut-être je me répète, mais voilà, c'est vrai que tout de suite sacrifier ton héros emblématique, je trouve quand même ça un petit peu intéressant. Après, voilà, oui, je pense que c'est destiné à une certaine audience. Moi, j'aimerais quand même qu'on parle du casting vocal, qui est vraiment, je me répète, mais malade mental, hein. Donc, déjà, Skeletor, bon, c'est Luke Skywalker, Mark Hamill. Donc, rien que déjà ça, c'est réglé. Sachant que Mark Hamill a une très bonne histoire dans le doublage, parce qu'il était également la voix du Joker dans la série animée Batman. Donc, il adore faire des voix de méchants. Si vous avez l'occasion de voir des vidéos de Mark Hamill en studio d'enregistrement, il est possédé. Et puis donc vraiment là, il y a Sarah Michelle Gellar qui joue Tila, donc Buffy contre les vampires, j'imagine que vous connaissez tous. On a un petit côté Game of Thrones parce qu'on a Lea Headey, donc qui était Cersei dans Game of Thrones, et on a Liam Cunningham qui jouait Sir Davos, c'est dans Doctor Who, pardon. Donc j'en passe, on a Kevin Conroy, on a Jason Mewes, donc l'alter ego de Kevin Smith, parce que Kevin Smith est connu pour ramener ses potes en général, hein. Donc il y a Jason Mewes qui est là, il y a sa fille Harley Quinn Smith qui joue dans le film. Donc il faut savoir que Kevin Smith a appelé sa fille Harley Quinn, hein. Elle s'appelle Harley Quinn Smith. Voilà, ça montre le degré, le degré de geekitude du bonhomme. Donc on a Stephen Root aussi, qui est un acteur avec qui il a joué. Ah, lui, il est génial par contre. Je l'aime beaucoup, hein. Il est dans Barry. Il est incroyable dans Barry. Exceptionnel. Il est incroyable dans Barry et il a joué dans pas mal de films de Kevin Smith. Je sais qu'ils sont très potes. On a Kevin Conroy, donc là c'est drôle aussi parce que Kevin Conroy, qui joue Merman, était la voix de Batman dans la série animée Batman. Donc on a à la fois Batman et le Joker qui sont là pour une série qui a été scénarisée à l'époque, enfin dessinée à l'époque par Kevin Smith. Donc voilà, est-ce que la boucle est bouclée? Je ne saurais dire. On a Tony Todd qui jouait Candyman. Enfin bon, voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il y en a 150. Attends, non, ça c'est important. Comble de la fanitude, la geekitude absolue, c'est que il y a aussi Alan Oppenheimer qui est la voix originale de Skeletor, qui a incarné donc plusieurs personnages dans l'animé original, et qui là revient pour faire une voix. Et ça, j'imagine, pour des gens qui sont super fans, ça peut être du bonus, ça peut être vraiment super cool, quoi. Oui, c'est vrai que j'avais oublié de le mentionner parce qu'il est dans le petit making-of d'ailleurs qu'ils ont sorti. Il explique comment il avait trouvé sa voix au départ. Comme le squelette avait pas de nez, il est parti sur une voix nasillarde. Et du coup, voilà, tout simplement. Et il y a également Justin Long. Je sais que Pierre adore ce grand acteur qui est Justin Long. Oh, je l'aime bien. qui jouait. Il me fait rire, moi. Chaque fois, je ne comprends pas. Le mec ne sait pas jouer, mais il me fait rire. Dans Zack and Miri, il est exceptionnel, la petite scène qu'il a. Non, mais dans tout, dans Tusk, c'est quoi le truc de Sam Raimi là, avec jusqu'en enfer. Jusqu'en enfer. Enfin bon, que des très très grands rôles. Voilà, on bitch gratuitement, mais c'est pas très grave. Si tu nous écoutes, Justin, we love you. Donc voilà, gros casting en tout cas vocal. Donc Kevin Smith qui ramène ses potes, qui fait marcher ses contacts, parce que Mark Hamill, il avait joué dans J. Bob Contre-Attaque, il faut le savoir, pour très grand film pour ceux qui l'ont vu, avec Will Ferrell aussi. Enfin bon, voilà, on n'est pas là pour parler trop de Kevin Smith ni de sa carrière, je vous laisserai regarder de votre côté. Bon, écoutez, chers amis, vous voulez ajouter quelque chose ou pas? Nope. Moi, juste toi qui es on va dire un énorme fan de Kevin Smith, est-ce que tu reconnais Kevin Smith dans ce travail? Parce que pour moi, ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait d'habitude. En fait, très bonne question. C'est parce qu'il est vraiment dans une... Je pense que t'as peut-être le poids d'un truc, le poids de l'hommage, le rend complètement transparent. Et je trouve qu'il n'y a même pas une... Tu vois, encore des runs de Daredevil, je me rappelle, il y a une petite audace scénaristique. Là, bon, il tue le perso, tu peux dire que c'est une audace, mais au final, ça reste... La narration est assez convenue et les dialogues sont pas ouf, je trouve. J'ai pas trouvé en tout cas. Je sais pas, peut-être que c'est un projet passion, tu vois, et qu'il est tellement respectueux du matériau qu'il n'arrive pas à se dépatouiller de ça. Je pense qu'il y a ça. Et puis déjà, il est pas seul auteur, hein, sur la série. Ils sont tout un pool d'auteurs. Non, effectivement, on reconnaît pas la patte Kevin Smith en tout cas. Même si voilà, depuis quelques années, c'est un petit peu descendu. Moi, j'aimais le côté touche à tout du mec, et c'est vrai que maintenant, enfin notamment ses deux derniers films,
je prendrais pas Tusk en compte parce que Tusk a un côté drôle quand même, mais ces 2 derniers films, c'est assez catastrophique, hein. Le J. Bob reboot to Hollywood, là, c'était vraiment abominable. Le truc qu'il a fait avant avec sa fille, c'est pareil, c'était vraiment l'enfer sur Terre. C'est vraiment une des pires choses que j'ai vues de ma vie. Là, il part sur Clerks 3, donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Je pense qu'il a beaucoup de talent, il écrit bien, et c'est vrai que là, sur cette série-là, en tout cas, je ressens pas trop sa patte. Il y a ce cliffhanger de fin de première saison. Je ne spoilerai pas, mais il y a le gros cliffhanger de la fin de la partie 1, du coup, qui, si vous êtes amené à regarder la suite, devrait quand même faire son petit effet. À part ça, non, je ne retrouve pas vraiment le côté irrévérencieux du bonhomme, et je pense que tu as raison quand tu dis qu'il n'a pas voulu trop dénaturer le matériel original et qu'il a voulu être respectueux. Alors après, c'est un choix, c'est tout à son honneur aussi de pas vouloir... surtout qu'on lui tombe déjà sur la gueule pour le peu qu'il a fait. J'imagine que s'il avait mis Musclor en train de dealer de la bœuf avec Silent Bob devant le château des ombres, les gens auraient pas trop apprécié, quoi. Donc voilà. Mais non, Ouais, mais c'est clairement pas ce que je conseillerais si quelqu'un veut découvrir l'univers de Kevin Smith. Je non, ne ouais, tu vois, conseillerais pas de commencer avec ça. c'est un peu dommage, je trouve, parce que c'est un mec qui a quand même en général une approche intéressante, des trucs qu'il respecte. Bah, moi, son run de Daredevil, je le trouve super intéressant. Ah bah moi Et j'adore, hein. Je pense que c'est même ça fait partie de mon top 5 histoire de Daredevil. Je le trouve vraiment incroyable. voilà, et là, je comprends pas trop pourquoi il se retrouve là. Peut-être, ouais, c'est un mec qui a peut-être vieilli. Avec, après son souci de santé, là, il a peut-être complètement changé d'optique sur beaucoup de choses, hein. Oui, alors faut savoir que Kevin Smith, il a failli mourir il y a 3-4 ans. Il a fait un accident cardiaque pendant un de ses Q&A, justement. Entre 2 Q&A, il a commencé à se sentir pas bien, et on lui a dit non, ben, on va t'emmener à l'hôpital. Et en fait, ils lui ont dit vous seriez pas venu, vous seriez mort, tout simplement. Et donc, c'était une personne qui était obèse, hein, on va pas se mentir, il était en obésité morbide, et qui est devenu végétarien, et qui a perdu Vegan. 50 vegan complètement, ouais, 50 à 60 kilos. Donc maintenant il est très maigre, il marche beaucoup, il fume énormément de weed aussi. Alors ça a pas mal changé aussi, je pense, sur son écriture, parce que c'était un mec qui parlait de junkie, et en fait qui ne fumait pas du tout. Et c'est sur le tournage de Zack et Miri font un porno que Seth Rogen. Seth Rogen lui a fait découvrir les joies de la weed, et que c'est devenu une espèce de fumeur de spliff de malade. Donc vraiment, hein, il est ambassadeur de plusieurs, parce qu'il y a pas mal d'États où c'est légal maintenant aux États-Unis, donc il est ambassadeur de plusieurs marques de weed, je crois même qu'il fait la sienne brandée J. Bob dans sa boutique. Donc voilà, c'est vraiment c'est aussi un gros fumeur. Et donc après, est-ce que ça a changé des choses sur sa façon d'écrire ou quoi? Je sais que Ouais, moi peut-être. j'adore Red State, par exemple, la façon dont il a écrit Red State, je trouve ça assez incroyable. Mais enfin non, pour en revenir à ce que tu disais, non, je ne trouve pas que ce soit une série pour moi Kevin Smith. Il y avait une série d'animation qu'il avait fait sur Clerks d'ailleurs, qui avait duré 5 épisodes, mais qui n'avait pas été achetée, je crois, et qui était plutôt rigolote. Mais là où du coup on retrouvait vraiment son esprit drôle. Donc non. Après, je pense que je terminerai peut-être cette petite saison 1 quand je trouverai un moment. C'était mieux que Resident Evil Infinite Darkness, quoi. Ah oui, non, mais là, on peut pas décemment recommander à les mettre de l'univers Révélation, mais non, voilà, pourquoi pas. Après, ouais, je pense qu'il faut aimer Musclor, en fait, tout simplement. Ouais, mais Euh, après, tu vois, c'est dommage. J'aimerais bien avoir la vie d'un gamin de 12 ans de notre époque. Tu vois, que tu comparais avec un gamin de 10, 12, enfin de 8, 12 ans de notre époque. Est-ce qu'il adorerait? Je pense qu'en plus, la série, autant la série Les Maîtres de l'Univers était très centrée pour les garçons à l'époque. Et enfin, mais j'aime pas trop dire ça, mais voilà, ils ont fait l'équivalent pour les filles avec She-Ra, parce qu'il fallait vraiment que chaque série soit genrée à l'époque. Là, je trouve que la série est dans son temps pour le coup, parce voilà, elle est non binaire, quoi, on va dire. Je pense qu'on dit ça maintenant. Donc elle peut parler autant aux petits garçons qu'aux petites filles, qu'aux petits enfants qui ouais, n'aiment après, pas qu'on leur choisisse leur genre. Donc voilà, hein. avec la pléthore de trucs de super-héros que tu peux trouver, il y en a partout, ouais, et, quand tu vois les trucs qui cartonnent le plus en ce moment chez les jeunes, c'est des machins comme, comment ça s'appelle, les chiens, là, les Paw Pas de Patrol, des trucs comme patrouille, ouais. ça. Bah, C'est pour Pyjamas, les plus petits quand même, ça, ah déjà, pas ouais, de patrouille. mais en fait, je vois pas ce machin-là se démarquer, en fait, à l'heure actuelle pour je sais pas, un gamin de 10 ans, 12 ans. Je vois pas oui, effectivement, c'est plus pas de patrouille, mais je vois pas ce qu'il va trouver. Je pense que plutôt il va mater bah, des animés ou des choses comme ça.
Et là, j'arrive pas à voir, ouais, j'arrive même pas à comprendre qui est-ce qui vise avec ce truc-là. Parce que pour moi, clairement, l'histoire est tellement engoncée que ça parle au vieux de la vieille qui est dans sa cave, tu vois. Pour faire un gros cliché dégueulasse. Non, mais je comprends. Je pense que c'est difficile pour un gamin de rentrer tout de suite dans cet univers si t'as pas du tout le background Ouais, surtout les de designs, la ils sont première quand série, même, quoi. c'est assez spécifique, hein. Genre Ouais. le maître d'armes là, il a quand même une gueule bizarre. Je veux dire, avec son petit casque en espèce de, je sais pas, de cône là. Toi, tu fais ok. Les designs des Ouais, persos féminins, tout ça, c'est assez bizarre quand c'est même. un mélange entre Mad Max, Donjons et Dragons. Ils ont fait un mix qui est assez improbable, en fait. Ouais, Ouais. mais tout un peu moins bien, je Oui, trouve. oui, ben oui. C'est assez curieux. Bah, ce qui était déjà un peu comme ça qu'avait été conçu la première série, hein. Ils avaient fait C'était les mecs du marketing hein, qu'on créé ce truc au départ. Et ils ont pris qu'est-ce qui marche, ils ont tout mélangé. À l'époque, il y avait Star Wars qui marchait. On passe au Il y avait les shaker. trucs de barbares. Et voilà, ils ont tout mélangé. Et ils ont mis des gamins devant. Ils ont fait ça t'aime bien, ça t'aime pas. Puis ils sont partis là-dessus. Il y a un mec qui a modelé des muscles parce qu'il faisait du bodybuilding à l'époque. Ça a marché. T'as l'autre qui a fait ses dessins. Il a trouvé son truc. Et puis bim bam boum. Et après, centaines de millions de dollars plus tard, bah voilà. On a eu aussi le grand film, d'ailleurs, on n'a pas parlé, le magnifique adaptation live avec Dolph Lundgren, Incroyable. qui est un petit chef-d'œuvre du nanar à voir si un jour vous avez envie de rire avec des amis, avec une pizza, une bonne bière. Ou si vous consommez des produits comme Kevin Smith, je pense que ça peut bien également accompagner la soirée, bien évidemment, si vous faites ça dans un pays où c'est légal, évidemment. Évidemment. Bon, bah écoutez, Pierre, merci. Mathias, merci. Écoutez, Tu veux faire des on va recommandations? passer, on va passer aux petites recommandations, comme d'habitude. Pierre, qu'est-ce que, au milieu de ton océan de travail dans ce moment, est-ce que tu as trouvé le temps de nous faire découvrir quelque chose? Bah en fait, je vais juste rester dans. Parce que ça, c'est un truc que j'ai vu, qui est du même studio d'animation pour Netflix aussi. J'avais vu le premier, je crois que j'en avais vu deux. La série Blood of Zeus, qui, même si j'accrochais pas à tous les designs, était vachement plus dynamique. Il y avait des bonnes idées, c'était un peu plus sanguinolent, il y avait des trucs très discutables en termes de design. Mais bon, après, j'ai regardé ça un peu vraiment en errance totale sur Netflix. Je sais même plus quand je l'avais vu. Je trouvais ça pas mal. Il y avait des propositions visuelles. C'était pas ouf. C'était pas encore de. Ils avaient pas de la folie à la Japanime. Mais ils avaient quand même deux, trois pistes qui étaient intéressantes. Et je crois que c'était aussi Powerhouse qui avait fait ça. Et déjà, c'était un peu plus intéressant dans les combats, dans les choses comme ça. Puis c'est un truc un peu de baston. C'était pas si mal. Donc voilà, si peut-être que c'est sur Netflix aussi, c'est facile. C'est le voisin en fait, donc c'est cool. Et voilà, Mathias? Mathias. Eh bien, écoutez, pour rester sur Netflix, moi je recommanderais plutôt, alors ça n'a absolument rien à voir, mais quitte à regarder un petit format sur Netflix, moi je recommande à toutes et à tous de se jeter sur une série qui s'appelle En Bref, qui est une sorte de mini-documentaire avec une thématique très simple. Ça peut être le sexe, ça peut être le sucre, le cerveau, etc. On apprend plein de choses. C'est toujours très très bien foutu, c'est très didactique, c'est très éclairant et bah voilà, c'est 25 minutes ou peut-être moins même, à l'issue desquelles on ressort moins con et voilà, moi je vous recommande ça. Si quitte à être sur Netflix, cliquez plutôt sur ça avant de cliquer sur autre chose. Voilà. Très bien. Bah moi, du coup, vous étiez Netflix, je passais à la concurrence. Et je vais vous parler d'une émission de télévision japonaise qui s'appelle Hitoshi Matsumoto Present Documental. Donc Documental, qui est le nom de l'émission. Hitoshi Matsumoto, c'est un humoriste, acteur japonais qui est très 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 connu au Japon. Et donc vous avez sûrement déjà entendu parler du concept de l'émission parce qu'elle a été adaptée il n'y a pas très longtemps sur Amazon France, mais elle a également été adaptée dans une dizaine de pays où en fait ils enferment 10 humoristes dans une même pièce pendant 6 heures et ils n'ont pas le droit de rire. Et celui qui rit perd et doit quitter la pièce. Et jusqu'à qu'il n'en reste qu'un. Donc ça a été C'est quand adapté. même très japonais hein, comme Oui, idée. donc ça a été adapté, ça s'appelle LOL dans les autres pays. Donc en France, c'est Philippe Lachaud qui présente. Donc voilà, on n'a pas tous le même concept d'humour, mais ce n'est pas grave. Et donc, non, alors moi, je recommande vraiment la version japonaise, qui est la seule que j'ai vue. C'est complètement taré. Donc c'est déjà... il faut comprendre que déjà, l'humour japonais, c'est pas le nôtre. C'est celui Non. de personne d'autre au monde à part le Japon.
Donc c'est vraiment le concept a été créé par Hitoshi Matsumoto, donc c'est vraiment lui qui a créé le concept au départ pour Amazon. Amazon l'a contacté, il voulait faire quelque chose et lui il s'est dit bah voilà, j'ai envie de faire une analyse de qu'est-ce que l'humour, comment on fait rire des gens dont le métier c'est de faire rire, comment si on les mettait tous ensemble dans une pièce, qu'est-ce qui se passerait. Et donc de saison en saison, il rajoute des règles et ça devient de plus en plus malade. Et c'est surtout autant sur les débuts, voilà, il peut y avoir des rires qui sortent un peu de nulle part parce que voilà, ils sont les Japonais, il va y avoir des jeux de personnages, il va y avoir des blagues à la con, il y en a qui sortent des photos de leur mère pour faire rire les autres. Enfin, vraiment, ça part très très loin. Et moins il y a de monde dans la pièce, plus l'ambiance commence à être très gênante, voire très limite. Et on en arrive avec des gens qui vont sortir leurs appareils génitaux, qui vont montrer leurs orifices. Voilà, ça va aller très loin pour faire rire les gens. Et je vous jure que ça a été mon truc des vacances, là. Les jours de pluie, j'ai enchaîné. Donc, il n'y a que la saison 4 de disponible sur Amazon Prime France. Voilà, après, il y a peut-être sûrement moyen de trouver les autres saisons. Hein. Du coup, Vous ça connaissez m'intrigue, tous. Jérémy, j'ai une question parce que j'ai essayé de regarder LOL, la version française, et j'ai pas tenu 5 minutes. Parce que la mise en scène me saoulait au plus haut point. Il y avait un truc qui était trop télé-réalité, mais c'était pas possible, quoi. Et est-ce que les Japonais ont ça aussi, ou est-ce que vraiment ils restent dans autre chose là? Alors, je pourrais pas te dire par rapport à la version française. Après, il y a un côté, voilà, ils sont vraiment enfermés dans une pièce. Il y a aucun caméraman avec eux. Il y a juste des caméras sur tourelle mobile. Il doit y avoir quelques caméras à travers des miroirs, des choses comme ça. Après, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Tu mates le truc, tu sauras dire. Alors, l'introduction de l'épisode pilote est très longue parce qu'en fait, on va te présenter chacun des humoristes. Donc, nous, on les connaît pas du tout en plus ces gens-là. Après, quand t'as vu plusieurs saisons, tu commences à voir, t'en as quelques-uns qui reviennent. Donc, tu as tes petits favoris parce qu'il y en a qui me font beaucoup rire. Alors, il faut savoir aussi que alors, est-ce que c'est vrai ou pas? En tout cas, ils doivent tous amener 1 million d'yens pour participer. Et en fait, le gagnant gagne la totalité de la somme, ce qui est 10 millions d'yens. Donc, 1 million d'yens, ça représente 6 000 euros à peu près, donc ça fait 60 000 euros total à gagner. Sauf qu'il y en a qui sont des humoristes très connus, donc pour eux, c'est rien du tout, 1 million d'yens. Par contre, il y en a, c'est des débutants, donc ils galèrent. Donc, en gros, ils sont obligés d'aller emprunter de la thune pour venir participer à l'émission. Donc, j'imagine que c'est vrai, mais je trouve ça assez ouf quand même de demander aux participants de payer. Enfin, voilà, c'est vraiment ça m'a retourné le cerveau. Je remercie mon pote Nicolas David qui m'a conseillé ce truc. Je sais qu'il fait partie de nos auditeurs du podcast, donc je l'embrasse au passage. Et vraiment, je me suis tapé des barres de rire. Ça ne fait pas rire tout le monde. Typiquement, ma copine regardait en parallèle à côté. Le truc, elle était là, mais pourquoi tu ris? Ce n'est pas drôle. Et moi, j'étais en larmes. Donc, il y a vraiment des moments où, autant la première saison, quand ça a commencé à partir sur comme je vous ai dit, des appareils génitaux ou des anus, je me suis dit non, là c'est too much et tout quand même, machin. Et puis, au bout de la deuxième, puis de la troisième, puis de la quatrième saison, en fait, je suis rentré totalement dans ce truc. Et en fait, j'attendais ça. Il faut que tu précises. Tu peux pas laisser cette phrase comme ça. Je suis rentré totalement dans ce truc. Il y a quelque chose de très gênant. Totalement rentré là-dedans. Ouais. Donc non, voilà. Tu insistes donc. Okay. Oui, je l'assume parce que vraiment, ça m'a fait très rire. Autant et je pense qu'il y a quand même une forme d'humour qui est assez internationale. Il y a quand même des choses qui nous feront rire. Après, il y a des références qu'on n'aura pas du tout forcément quand ils font des photomontages sur d'autres humoristes japonais, mais tu peux comprendre en fait, tu peux comprendre le sous-texte. Donc voilà, c'est vraiment Hitoshi Matsumoto Presents Documental, donc c'est un mélange de documentary et de mental, donc documental. Voilà, c'est sur Amazon Prime Video, vous avez la saison 4 uniquement, et j'espère qu'elles seront toutes dispo, parce que c'est produit par Amazon Prime, c'est pas produit par Amazon Japon au départ, mais je sais pas pourquoi, on a que la saison 4 en France. Donc voilà. Parfait. Vous regarderez ou pas? Je me suis endormi, excusez-moi. Ça fait un monologue. Est-ce que tu vas parler pendant une demi-heure de l'arrivée de Messi au PSG, peut-être? Étant donné que je suis supporter de l'AS Saint-Etienne, non. Il y a peu de chance. Mais non, mais je suis très content. Non, mais moi, je sais pas si je suis armé pour affronter une Lionel émission Messi. comme ça. Ouais, non. Messi, j'arrivais pas à redire le nom, mais j'avais été choqué par des caméras cachées japonaises, des toilettes de plage où les gens étaient tirés par un hors-bord, se retrouver sur l'eau alors qu'ils étaient sur le trône. Enfin, il y avait des choses qui étaient comme ça. Mais essaye de le regarder comme une expérimentation sociale de qu'est-ce que l'humour. Ouais. Et puis voilà, si ça marche pas, tant pis, c'est que c'était pas fait pour toi, mais au moins t'auras essayé. Ok, on en reparle.
Bon, Pierre, Mathias, on va boucler ça parce qu'une fois de plus, on a fait 3 quarts d'heure sur un truc qu'on n'a pas aimé. Donc, chers auditeurs, on vous a parlé de Masters of the Universe Revelation, nouvelle série d'animation Netflix. Donc, 5 épisodes pour la première partie, 5 épisodes pour la deuxième partie qui sortira en fin d'année normalement. Donc, une série créée par Kevin Smith. Donc voilà, on vous conseille peut-être pas Masters of the Universe, mais en tout cas, on vous conseille quand même de vous intéresser au personnage de Kevin Smith. Regardez Clerks, par exemple, c'est vraiment très très bien. Pierre, Mathias, merci beaucoup. Merci à Merci. toi. On se voit très bientôt pour un nouvel épisode. Bien sûr. Bien Avec sûr. plaisir. Et puis de toute façon, je vais me répéter, hein, vous allez dire à chaque fois je vous brosse dans le sens du poil, mais bon, c'est vous les maîtres de mon univers. Oh. Oui. Mon univers impitoyable. Oui. Bisous les gars. Bisous. Adieu. Salut.